Et action! On avance, on avance, on avance. Regarde la vue, regarde la vue, regarde la vue, regarde la vue. Naturellement, regarde à droite. Regarde la vue, regarde la vue, regarde la vue partout. C'est une très belle vue. Sors l'enveloppe, sors l'enveloppe, sors l'enveloppe. Tu vas vers elle. Reste où elle est. Il a l'enveloppe, il te la donne bien. Regarde l'argent, regarde l'argent. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Regarde l'argent, puis regarde-le. Kalo Matabane fait partie d'une génération de cinéastes noirs sud-africains qui ont accédé à la notoriété après la fin de l'apartheid en 1994. Aujourd'hui, il travaille sur son premier grand film publicitaire, mais ses véritables passions sont le documentaire et la fiction, des genres dans lesquels il s'est fait un nom. Quand j'ai commencé à faire des documentaires, les gens disaient « vos documentaires sont tellement lents ». J'avais l'habitude de faire ces longs plans statiques et tout le reste, et j'ai réalisé que, inconsciemment, j'étais influencé par le fait que j'ai grandi dans un village où le temps est en quelque sorte figé, où le temps s'arrête, où les ombres semblent plus longues, vous savez. Il n'y a rien dans les plans étaient vides. J'ai grandi dans un village où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de cinéma, mais il y avait un sens de la narration et ma grand-mère était une grande conteuse. Elle me racontait de très belles histoires, des histoires sur Nelson Mandela, des histoires sur la lutte pour la libération. Il y a des gens qui pensent qu'il est inutile et futile pour nous de continuer à parler de paix et de non-violence face à un gouvernement qui n'a pour seule réponse que des attaques sauvages contre un peuple désarmé et sans défense. Et je pense que le moment est venu pour nous de nous demander, à la lumière de nos expériences, si les méthodes que nous avons utilisées jusqu'à présent sont adéquates. Le dernier projet de Kalo est le plus ambitieux jusqu'à présent. Il s'agit d'un documentaire qui, 20 ans après la fin de l'apartheid, tente d'appréhender les idées et le message de la plus grande icône d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Ma grand-mère me racontait des histoires dans lesquelles Nelson Mandela était un révolutionnaire, un homme qui un jour viendrait et marcherait au milieu des rues. Et je me souviens que je l'imaginais marchant dans les rues poussiéreuses de mon village avec un AK-47 et un béret, à la tête d'une armée. Je me souviens que quand je l'ai vu pour la première fois, c'était à la télévision le jour de sa libération. Son apparence ne correspondait pas à l'image que j'avais de lui. Il avait l'air frêle. Vous savez, il y avait Winnie Mandela. Il avait un costume, ce n'était pas le Nelson Mandela que moi, j'imaginais. J'ai toujours cru que je le connaissais, peut-être parce que ma famille parlait beaucoup de lui. Il était comme un grand-père qui était toujours là, tout en étant absent. Qualifié à la fois de combattant pour la liberté et de terroriste la plus grande partie de sa vie, Nelson Mandela est devenu célèbre dans le monde en tant qu'artisan de la paix. Cher Monsieur Mandela, quand j'ai eu l'idée de vous écrire une lettre, j'avais tant de questions à vous poser. Mais maintenant, tout d'un coup, je ne suis pas sûr de savoir quoi vous demander ni comment. Quand j'étais petit, ma grand-mère me parlait de vous à voix basse. Dans ma tête d'enfant, je vous imaginais différemment, comme un révolutionnaire qui allait revenir avec des pistolets dégainés pour vaincre l'ennemi. Je me souviens du jour de votre libération et l'enthousiasme que je ressentais. Lorsque vous avez commencé à parler de réconciliation, j'étais stupéfait et peut-être déçu. Si on ne leur pardonne pas, alors ce sentiment d'amertume et de vengeance sera là. Et nous disons, oublions le passé. Intéressons-nous au présent et à l'avenir. Au fil des ans, je me suis rendu compte que plus j'essaye de vous connaître, plus vous devenez insaisissable. Il y a 3 mots qui, prononcés ensemble, expriment le triomphe de la liberté, de la démocratie et de l'espoir en l'avenir. Ces 3 mots sont Président Nelson Mandela. Peut-être que la question est beaucoup plus simple que je pensais. Qui êtes-vous? J'aime beaucoup cet homme. Parce que quand vous dites Nelson Mandela, tant de choses viennent à l'esprit, vous savez.
D'une part, vous avez des gens qui disent qu'il a trahi la population noire. Vous avez d'autres gens qui le considèrent comme un saint. Une personne qui a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre civile ni de bain de sang en Afrique du Sud. Nelson Mandela a été libéré de prison après 27 ans et au lieu de choisir la vengeance, il a opté pour la paix. Il est devenu célèbre pour sa politique de réconciliation entre les Blancs et les Noirs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé au jeune révolutionnaire qui a appelé à la lutte armée? À cet homme qui, sorti de prison tant d'années après, a parlé de pardon et de réconciliation. Pour son documentaire, Kahlo a interviewé des leaders d'opinion à travers le monde, comme le prix Nobel Nadine Gordimer. A Letter to Mandela, deuxième prise. Pensez-vous que vous seriez une personne très indulgente si vous étiez passé à travers le système d'oppression et tout le reste? Pour vous, serait-il important de pardonner? Non, je dois dire que je ne trouve pas ça facile. Si vous me le demandez, de pardonner à ceux qui non seulement ont créé, mais aussi suivi l'apartheid et qui l'ont soutenu, que ce soit directement au sein du régime d'apartheid ou autrement. Je pense en particulier à l'argent qui coulait à flot pour acheter des armes de l'extérieur afin de soutenir le régime de l'apartheid. J'étais l'une des premières aux audiences de la commission de la vérité présidée par Desmond Tutu. Et il y avait les assassins de Chris Hani qui étaient interrogés. Et puis, bien sûr, l'idée avec cette commission de la vérité était que les gens pardonnent, se serrent la main, s'embrassent ou quelque chose comme ça. Je me suis retrouvée assise à côté de la femme de Chris Hani, Madame Hani, et elle ne disait pas un mot. Et puis, quand tout était fini, elle s'est tournée vers moi comme une étrangère. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais rencontrée et elle m'a dit « Je ne peux pas leur pardonner. Je veux les voir en prison. » Et je n'oublierai jamais cela. Je comprenais. Mais comme vous le dites, Madiba n'aurait probablement pas été d'accord. D'autres films de Kahlo explorent des thèmes similaires à ceux du documentaire sur Mandela. Dans son film When We Were Black, l'innocence de l'enfance est directement confrontée à la brutalité du régime d'apartheid. Je pense que Nelson Mandela nous a forcés à vraiment réfléchir à ces questions qui sont le pardon, l'égalité, la justice, la liberté. Sommes-nous libres, oui ou non? Qu'est-ce que cela veut dire de pardonner? Qu'est-ce que cela signifie d'embrasser votre ennemi? Qu'est-ce que cela signifie de dire à votre ennemi « je te pardonne » ? Qu'est-ce que cela signifie de dire « je me réconcilie avec toi » ? Vous pouvez seulement espérer que les films que vous faites soulèvent des questions sur ces thèmes. Je pense que quand vous avez cet ego arrogant qui dit que vous pouvez résoudre les problèmes du monde, je ne l'ai plus et de cette façon je me sens libre parce qu'au moins je ne pense plus que je vais sauver le monde avec mon travail. Nikusakona, oh, oh, no. Nikusakona, oh, oh, Nikusakona, oh, oh, Nizakusakona, akukozikalo.
ndikusakhona akukho zincinga ndikusakhona. Dans son film Story for a Beautiful Country, Kahlo a entrepris un voyage à travers l'Afrique du Sud et a interviewé des gens sur l'état du pays à l'arrière d'un minibus taxi. La valeur qu'accordait Mandela au pardon a joué un rôle dans la construction d'un pont entre le passé injuste du pays et son présent démocratique. Kahlo lui-même explore la place du pardon dans sa propre vie. Il y a une partie de moi dans mes moments de colère, parce que je trouve qu'en moi-même, je ne suis pas simplement une personne qui pardonne, où je me retiens, mais je suis comme complètement vicieux et je n'y crois pas. Personnellement, je ne crois pas au pardon, personnellement, à un niveau personnel. C'est si tu me cherches noise, je passe ma vie à essayer de t'embêter, d'accord? Et je sais que je suis impitoyable. Même avec cela, même après les gens un peu fous qui me disent que dans ce documentaire à quel point c'est important de pardonner et tout le reste, je me dis, ce sont de belles paroles. Mais moi, dans mon cœur, je suis désolé. Moi, je veux la vengeance. Vous savez, une partie de moi fantasme. D'accord, je ne dis pas que c'est pour de vrai. Je parle de fantasme. Donc c'est quelque chose de profond. J'imagine mettre ces gens contre un mur et les fusiller. Vraiment, une partie de moi aime vraiment cette idée où vous les attachez, vous avez un peloton d'exécution et vous leur tirez dessus. Et votre corps est là pour nourrir les vautours. Ok, votre corps est là pour nourrir les vautours et tout le monde est là pour le voir. La violence et le crime sont une partie importante de la réalité quotidienne de l'Afrique du Sud et un film de Kahlo comme State of Violence pose la question difficile de ce qui arrive à une société où tout n'a pas été réglé sur un chemin difficile. Tout est tellement politique. Je ne suis pas conscient des liens entre les films. Coupez, coupez. Dans le cadre de la réalisation de son documentaire, Kahlo s'est rendu à Robben Island, où Nelson Mandela était emprisonné pendant de nombreuses années. Kahlo raconte son expérience à des amis dans un restaurant chic de Johannesburg. Vous savez, je disais toujours des choses comme « Ah, qu'importe les 27 années ». Quand je suis allé à Robben Island, j'ai vu la cellule et ça m'a fait réfléchir. Cela a eu un effet profond sur moi. Et si cela ne vous fait pas d'effet, vous n'avez absolument vraiment maintenant. Peu importe si vous aimez Mandela ou si vous n'aimez pas Mandela. La question c'est que quand j'ai vu la cellule et quand on filmait la cellule, c'était la première fois que je la voyais. Parce que j'y suis allé en me disant c'est pour les touristes. Mais quand je suis allé là-bas et quand j'ai vu ces choses, quand je me suis retrouvé dans cette cellule, je me suis rendu compte que je ne pouvais même pas rester chez moi plus d'un week-end sans me sentir en cage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait réfléchir. Oui, il faisait des pompes, il faisait son lit, il a fait les fleurs dont tout le monde parle. Oui, ok. Désolé, parce que je suis intéressé par ce que tu dis sur le présent, parce que tu interviews des gens, donc Mandela occupe beaucoup de ton temps. Mais concernant le présent, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que cela prend trop de temps. En fait, c'est comme si tu devais oublier le passé. Je dis non, attendez, il faut apprendre du passé. Quand vous regardez Che Guevara, c'est simple. C'est beaucoup plus simple, vous savez. Vous savez, voilà tout. Je pense qu'avec Mandela, c'est beaucoup plus une lutte entre ce qui est la réalité et ce qu'est la fiction. Dans son film Conversations on a Sunday Afternoon, un personnage de fiction se promène dans les bas-fonds de Johannesburg à la recherche d'un vrai réfugié.
Dans plusieurs de ses films, Kahlo mélange documentaire et fiction pour se rapprocher de la vérité de l'Afrique du Sud. Dans son documentaire sur Mandela, il utilise des techniques similaires. Je me suis battu pendant longtemps avec le documentaire sur Mandela. Comment devait-il être? À quoi devait-il ressembler? Avec quel langage? Quelle approche? Et tout d'un coup, j'ai pensé à cette icône mondiale du XXe siècle. On dit tous qu'il va mourir. C'est la panique à travers le monde. Et moi, je remonte dans le temps et j'essaie de dévoiler qui il est. Mais à un temps sur le point de s'achever. Et j'ai pensé que c'était beau, que c'est une structure simple pour un documentaire. Vous savez, parce que d'une part, c'est très philosophique, politique, mais c'est aussi émouvant. Parce qu'à la fin, quand vous regardez, vous savez que le temps n'est pas de son côté. Et vous êtes inquiet. Est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il va mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, d'un autre côté, on parle de pardon et de réconciliation, mais il n'y a pas le temps. Prise 14. À 94 ans, l'ancien président Nelson Mandela est de retour à l'hôpital en raison d'une nouvelle infection pulmonaire. Le président Jacob Zuma a appelé la population sud-africaine et le monde à prier pour le rétablissement du bien-aimé Madiba. C'est intéressant. En plein milieu, j'ai reçu un email très étrange, tellement étrange et tout ça. J'ai pensé qu'il résumait toute la contradiction de Madiba. C'était un petit message de Naomi Campbell qui disait « Ça va être un grand documentaire sur un grand homme que j'aime ». J'ai pensé que c'était une chose tout à fait passionnante, parce que vous avez un homme qui pouvait réunir dans une pièce Charles Taylor, Bill Clinton, Yasser Arafat, vous savez, tous ces gens qui ne sont même pas d'accord. Vous avez Naomi Campbell, David Beckham, tous dans une seule pièce. Regardez, Madiba Mandela n'est pas une icône. Ce n'est pas une statue. C'est un grand homme fait de chair et de sang. Même dans ses vieux jours, toute sa vie se base sur le fait qu'il croit en une chose. Et cette chose, c'est que nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous les mêmes besoins fondamentaux. Et nous sommes tous face à ce mystère qu'est la vie humaine. De quoi parlent ces films? Ils parlent de la mémoire de l'histoire. Ils parlent de la mauvaise interprétation de la mémoire, de la mauvaise interprétation de l'histoire, d'un échec. Ils sont sur la trahison d'un rêve, d'une nation. Je veux dire que vous pouvez essayer de traiter en profondeur toutes ces choses, mais à la fin, c'est... Et là, je pense que ce qui me déstabilise dans mon quotidien, mon expérience de tous les jours en tant qu'être humain. Je veux dire, je peux venir en tant qu'Africain, que noir sud-africain ou quoi que ce soit, en tant que jeune du village, ce genre de choses. Mais vous savez, en tant qu'être humain, je pense que le plus important, en tant qu'être humain, je pense, vous savez, nous vivons dans une époque effrayante. Et chaque jour, le cauchemar devient plus effrayant que la veille. The nightmare becomes more scary than the day before.
Si vous êtes un cinéaste noir ou un cinéaste africain, il y a une attente, je pense, sur le genre de film que vous devriez faire. Soit ils doivent parler du machisme et de la violence et des gens disent « Oh, c'est comme ça que nous sommes », comme les gens que vous présentez. Ils l'intègrent parce qu'ils disent « Nous sommes ainsi ». Et les gens, les autres, ou les gens qui sont considérés comme les autres, regardent et sont confortés dans leurs propres stéréotypes sur vous. Une partie du succès de Kahlo comme cinéaste repose sur son style détendu pendant les interviews. Donc je fais des interviews. Je vais vous dire qu'il y a des gens que j'ai interviewés pendant 2 heures et je n'ai que 3 minutes. Cela arrive car l'idée est d'obtenir des choses que les gens ne disent pas à propos de Madiba. Il me faut ainsi beaucoup de temps pour y arriver. Dans le processus de création de son film, Kahlo rassemble un éventail de nouveaux points de vue complexes et souvent contradictoires sur Mandela. Mandela est sans limite. Le problème, c'est que notre imagination est limitée pour penser comment nous devrions l'imaginer. Mandela était un visionnaire qui a compris que s'enliser dans les péchés, les horreurs et les atrocités du passé était le moyen de s'assurer que ces péchés, horreurs et atrocités se perpétuent à l'infini. Il faut être une personne noire surhumaine pour dire je pardonne. Et je ne suis pas surhumaine. J'aimerais être cool et le faire, honnêtement. Mais je ne peux pas. L'histoire est trop vaste. C'est des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'années. Et nous sommes censés pardonner en l'espace de moins d'une décennie. L'Afrique du Sud a été une société injuste à l'égard des personnes défavorisées du pays pendant 3 siècles et demi. C'est une tâche difficile d'apporter l'égalité et la justice pour tous en 17 ans, après 3 siècles et demi de souffrance. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est inutile et futile pour nous de continuer à parler de paix et de non-violence face à un gouvernement qui n'a pour seule réponse que des attaques sauvages contre un peuple désarmé et sans défense. Et je pense que le moment est venu pour nous de nous demander, à la lumière de nos expériences, si les méthodes que nous avons utilisées jusqu'à présent sont adéquates. Alors que l'ère Mandela s'achève, les questions de Kahlo sur son sens et son héritage sont de plus en plus urgentes. J'ai pensé à mon souvenir de Nelson Mandela quand j'étais enfant. L'ai-je construit ou est-ce ma grand-mère qui me l'a dit ? Et j'aime cette idée où vous ne pouvez pas compter sur les mémoires. Merci. C'est fait, merci, coupé. Si Julio est heureux, je suis heureux. Parce que c'est la dernière prise, parce que c'est la dernière prise là-bas. A Letter to Mandela de Kahlo vient à un moment où l'ensemble de l'Afrique du Sud est en train de réexaminer l'héritage de Mandela et se demande si sa philosophie demeure pertinente dans un monde encore régi par les conflits et les inégalités. Il s'agit d'une lettre envoyée à un grand homme, mais qui va aussi interpeller le monde. On ne veut pas de maquillage, on ne le verra pas, on le filme de loin. Continue, il va là-haut. Il nous faut un plan plus large. Comme je ne suis pas très religieux, j'ai peu foi en l'être humain. Je suis déçu dans ma vie. Et je crains les déceptions. J'essaie de ne pas croire en l'être humain. J'essaie de choisir les êtres humains comme les questions que je voudrais poser. Et la question est, peut-on vraiment échapper à notre passé? Est-ce possible?
Et je pense que et que la plupart des gens de gauche dénaturent la compréhension que la majorité de la population noire, en particulier les femmes noires, ont. Ils ont compris que leur vie ne pourrait jamais changer. Ils ont compris que leur vie ne changerait jamais avec les idées de réconciliation et de pardon de Mandela. Mais ils espéraient que la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants serait différente. Et la question porte alors sur leur vie. Ils ont compris qu'ils étaient les agneaux sacrificiels. Ce que les gens n'acceptent pas, c'est le fait que la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants, semble-t-il, sera le reflet de leur propre vie. C'est effrayant, je pense, pour la plupart des gens. Alors que l'héritage de Nelson Mandela sera l'objet de nombreux débats à l'avenir, l'homme reste une source d'inspiration pour beaucoup dans la lutte pour la liberté et la démocratie partout dans le monde. Le film de Kahlo est une étape vers la compréhension de cet homme complexe et important. Faire ce documentaire est l'une des expériences les plus incroyables que j'ai eues en tant que cinéaste et en tant qu'être humain. Coupé! Je l'ai!